Elle se réveilla en hurlant au milieu de la nuit, la voix aiguë de Valentina perçant la maison vide comme un verre qu'on brise. Le cri résonna dans les couloirs larges et blanchis par la lune, rebondit sur le marbre froid, fit trembler les stores et fit battre le cœur de Vanessa comme une petite main contre sa poitrine. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et aimez cette histoire si elle vous touche. Partagez et soyez présents pour d'autres récits qui parlent de mémoire, de perte et de guérison. La première fois qu'on l'engagea, Vanessa apprit la maison par ses silences. Angra dos Reis, vue impossible sur la baie, jardin taillé et allées de galets. La façade s'ouvrait sur un vide ordonné où les cadres photos manquaient. On aurait cru que le luxe avait été vidangé de ses images, comme si quelqu'un avait retiré les souvenirs accrochés au mur. João Miguel habitait cette absence avec la même élégance que son costume. Grand, regard retenu, voix mesurée, gestes précis. Il parlait peu de ce qui devait rester non dit. Il disait que la maison était trop grande pour garder chaque souvenir exposé. Il ne demandait pas qu'on les efface, dit quelqu'un d'Inside, seulement qu'ils ne fussent pas visibles. Valentina dormait dans une chambre au rez-de-chaussée, fenêtre donnant sur la mer, peluche alignée, mais aucun portrait parental sur la commode. Elena, la mère, était morte l'année précédente. Sa présence, quand elle existait quelque part, était une apprêtée solitude. Une médaille en forme de lune gardée dans un tiroir fermé. Vanessa avait 30 ans, un garçon de 4 ans, Gabriel, et l'habitude tenace d'être à la fois ferme et douce. Elle connaissait les enfants qui avaient des manières particulières de se mouvoir dans le monde, qui attendaient que l'autre s'aligne sur leur rythme. Valentina avait 7 ans et un visage qui souriait en petites vagues. Elle avait été diagnostiquée avec la trisomie 21, certains signes de retrait, de fixation sur la lumière, laissaient aussi deviner une façon autistique de sentir le monde. Un regard prolongé vers la lune, une route sensorielle qu'on ne partageait pas facilement. On l'appelait parfois la fille autiste du milliardaire, dans des titres de journaux qu'on oubliait aussitôt. Pour Vanessa, Valentina était une enfant entière, avec une façon singulière de garder la mémoire vive dans les objets. Une boîte de coquillages, un collier de perles ternies, un froissement de papier qui lui rappelait la voix d'Elena. Les premières semaines furent une suite d'essais manqués. Les agences de baby-sitters firent demi-tour après une nuit de pleurs. Les médecins proposaient des diagnostics pratiques et des solutions techniques, des médicaments qui calmaient la surface mais n'éteignaient pas le feu intérieur. Chaque soirée était la même trajectoire. Valentina se leva, ajusta la fenêtre, attendit. Sur l'une des pages, un petit dessin griffonné à la hâte. Une lune avec 2 yeux et une bouche. Au bas, un nom écrit d'une main ferme, Elena. Elle remonta avec le carton sous le bras, sentant qu'elle tenait quelque chose qui appartenait à d'autres, et pourtant essentiel. Elle plaça les albums sur la table de nuit de Valentina, sans frapper à la porte, et elle attendit. Le lendemain, pendant la sieste de Valentina, Vanessa feuilleta les albums. Chaque image était une petite allumette. Un Noël sur une terrasse, des rires, une robe à fleurs, des mains enlacées. Elle trouva aussi des notes écrites à la main, des phrases simples sur la façon d'endormir Valentina, sur une chanson que la mère chantait devant la mer. Au coin d'une page, un petit papier plié. « Regarde la lune ». Il n'y avait pas d'explication, seulement cette consigne, comme une instruction laissée pour un moment qui viendrait plus tard. Vanessa comprit que la lune avait été un rituel, pas religieux, mais une présence. Elena avait institué un lien de ciel entre elle et l'enfant. Peut-être, se dit Vanessa, c'était la lune qui recevait la voix des absents, qui donnait à l'attente une forme. Elle se souvenait de sa propre enfance, où l'on mettait un verre d'eau sur la fenêtre pour éloigner la peur. Des gestes simples, capables de rassurer. Elle proposa à João Miguel une petite intervention douce, replacer des objets personnels dans la chambre. Mais il refusa, ferme. « Ce n'est pas pour les autres, dit-il, en regardant la mer, comme si la phrase couvrait aussi un espoir maladroit de ne pas sombrer dans le manque. » Vanessa sentit dans ces paroles une protection aussi fragile qu'un verre. Elle comprit qu'affronter la douleur de João Miguel ne serait pas un fait d'autorité. Ce serait d'abord l'inviter à regarder sans s'effondrer. Les baby-sitters continuaient de partir. L'emploi du temps du milliardaire était une suite de réunions et de voyages. Il laissait des consignes, mais n'avait pas le loisir de veiller aux nuits. Vanessa devint la présence fixe, le trait d'union qui supportait la maison. Gabriel, son fils, apprit à connaître Valentina doucement.
Il aimait ses doigts, la façon dont elle tapotait une table au rythme lent d'une chanson qu'on n'entendait pas. Entre eux s'installa une douceur moins formelle que l'air des salons, des regards volés, des doigts qui se frôlent sur le seuil d'une porte. Puis arriva le singe. On ne sait pas toujours comment une maison accueille un animal. Parfois quelqu'un offre une cause, parfois un invité le laisse derrière lui, parfois on trouve une petite chose abandonnée sous un buisson. Ce matin-là, une livrée étrange était posée sur la porte du personnel. Une petite cage contenant un bébé capucin aux grands yeux noirs. Il était si petit qu'il tenait sur la main d'un de jardinier, tremblant et couvrant ses oreilles de ses petites pattes. Le livret d'accompagnement disait qu'il avait été trouvé sur une plage voisine, séparé de sa mère, et que le refuge local ne pouvait le garder. C'était un geste impulsif, un envoi de la communauté locale. Il a besoin d'une maison. Vanessa sentit d'abord une résistance intérieure. Un animal sauvage n'était pas un jouet, puis une curiosité prudente. Elle tendit la main et le petit singe s'y installa comme s'il choisissait un parent. Valentina rencontra le singe comme s'il avait toujours existé. La première fois qu'on l'approcha, l'enfant le prit sur ses genoux, le pressa contre sa poitrine et resta immobile comme si elle entendait une voix ancienne. Le singe, étonnamment, resta tranquille. Il posait parfois sa tête contre la joue de l'enfant, un petit tambour de respiration contre la peau. Ce contact, une chaleur, un rythme, eut un effet immédiat. La nuit suivante, Valentina se leva, alla à la fenêtre, comme de coutume, tourna le visage vers la lune, mais n'émit pas le cri long qui avait déchiré tant de nuits. Elle caressa le singe et chuchota quelque chose que seule Vanessa entendit. « Regarde, maman !» Les syllabes glissèrent comme un secret vers la vitre. Puis elle se posa, s'endormit sans épuisement, comme si la présence du petit animal avait mis un point d'arrêt. Le singe ne résolut pas tout. Les pleurs revinrent certains soirs, peut-être à cause du manque qui n'est apaisé que par récit constant. Mais très vite, il devint un compagnon qui pouvait traduire une mémoire en gestes simples. Il attrapait la corde d'une lampe, la faisait bouger, imitait une chanson, montait doucement sur la fenêtre et regardait la lune à côté de Valentina. Les voisins, les domestiques, commencèrent à appeler l'animal petit singe. Joao Miguel, d'abord distant, observa la scène depuis l'escalier, comme si l'enfant et la créature formaient un monde nouveau dont il n'était pas encore membre. Il y eut des murmures à propos de cette présence animale. Certains y voyaient une distraction, d'autres une trame affective fragile mais précieuse. Vanessa proposa de raconter la vie d'Elena à Valentina d'une façon nouvelle, non pas en exhibant photos, mais en reconstituant des gestes, des chansons, des odeurs. Elle utilisa les albums avec tact, choisit des photos où la mère riait, où elle tenait l'enfant par la main. Ensemble, Valentina et le singe commencèrent à retracer ces moments comme on suit une piste d'images. Dessiner la lune sur une feuille, poser un verre d'eau sur le rebord, chanter la chanson qui était écrite dans un coin d'une page. Le rituel prit forme progressivement. À la tombée du soir, Vanessa allumait une petite bougie, elle posait le collier en forme de lune près du cadre vide et on allait à la fenêtre. Valentina aimait donner aux singes des petites fleurs de la terrasse. Gabriel, maintenant plus familier avec la maison et la nouvelle routine, tenait la bougie quand Vanessa devait se laver les mains. La lumière tremblait, la mer soufflait des bruits lointains. Le rituel n'était pas un sortilège, c'était une manière d'organiser le manque, une conversation silencieuse avec un ciel constellé. La transformation n'effaça pas la douleur de Joao Miguel. Il regardait de loin, parfois ironique, parfois presque jaloux de ce que la maison récupérait en émotion. Une fois, il trouva Vanessa et Valentina dans le salon, le petit singe perché sur la fenêtre, regardant la lune. Il entra sans frapper, les mains dans les poches, et laissa tomber cette phrase contre le silence. « On ne peut pas revivre quelqu'un. » Les mots n'étaient pas durs, seulement fermés. Vanessa sentit la tension comme une corde qu'elle devait tendre sans la rompre. Ce fut la nuit du cri le plus intense qui déclencha le basculement. Valentina se réveilla plus tôt, la respiration haletante, le singe inquiet qui courait de son lit à la fenêtre. Vanessa venait d'éteindre la bougie quand un hurlement monta, différent des autres. C'était plus long, plus profond, et on entendait dans cette voix la chaîne entière du manque. Gabriel pleura lui aussi, petit corps enfoui sous une couverture. Vanessa prit l'enfant dans ses bras, chercha le singe, qui se dressa sur les genoux de Valentina et lui frotta le visage de ses petites mains. Mais le son ne voulut pas s'arrêter. Il brisa quelque chose chez Joao Miguel. Il surgit dans le couloir, les traits tirés, et dit d'une voix qui trembla « Assez ». Ce mot n'était pas une consigne, c'était un cri de propre terreur.
La confrontation fut brève et brute. Vanessa, qui avait passé des semaines à ménager, sentit une colère nette grandir comme une tache de vin contre un tissu clair. Elle le trouva dans l'atelier, seul, la boîte qu'elle avait trouvée plus tôt sur la table. Il feignit surprise, puis laissa retomber ses épaules. « Si tu remontes ces photos, elles seront détruites, dit-il. Je ne veux pas de fantômes dans cette maison. » Son propos n'était plus seulement pour Valentina, mais dirigé à elle aussi. Vanessa, en remettant la mémoire au devant de la scène, était perçue comme un vecteur de menace. Elle répondit avec la douceur devenue arme. « Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des morceaux d'elle. Elle a existé, Joao, tu ne peux pas les enfermer sous clé. » Il y eut un silence où la mère sembla retenir son souffle. Finalement, Joao s'assit, la mâchoire contractée. Il parla, à voix basse, de la douleur qu'il avait vidée, de la peur de perdre encore une fois. Il avoua qu'il avait mis les albums au dépôt comme on enferme une douleur dans une boîte, en espérant qu'elle se tairait. Vanessa, qui avait connu des pertes, mais pas de la même ampleur, comprit que son rôle n'était pas de le forcer, mais d'accompagner, d'ouvrir une fenêtre où il pourrait peu à peu regarder sans être submergé. L'enfant, avec la main reposant sur la tête du singe devenu plus grand et plus familier, souriait comme si la lune lui répondait en secret. Un jour, plusieurs années plus tard, Valentina dessina une lune sur une grande feuille et la plaça au centre du salon. Autour, Gabriel avait collé des coquillages, et Joao, d'une écriture tremblante, inscrivit une date, le jour où ils avaient enfin osé remettre la photo d'Elena sur la cheminée. Vanessa, qui avait désormais l'âge de regarder la vie avec une patience acquise, observa la scène et sentit que la maison avait appris à contenir la douleur sans être dominée par elle. Le singe, plus vieux, restait sur la chaise haute, et parfois on le voyait tendre la main vers la lune comme pour rappeler aux autres que le ciel écoutait toujours. La mémoire, fragile et tenace, avait retrouvé une place. Valentina n'avait plus besoin de hurler chaque nuit. Elle parlait parfois à la lune, et, dans sa voix, on percevait la cadence d'une filiation réapprise. Les rituels qu'elle et Vanessa avaient reconstruits n'étaient pas un pansement. Ils étaient une architecture nouvelle, faite d'objets, de chansons et de présences qui rendaient possible le deuil sans annihiler la vie. Joao n'était plus l'homme qui effaçait. Il était l'homme qui gardait et parfois racontait. C'est ainsi que, dans une maison qui avait failli se vider d'elle-même, un petit animal trouva sa place et devint messager d'apaisement. La lune resta, comme toujours, un point immuable dans le ciel. Elle continua d'être regardée, invoquée en silence, parfois appelée par un mot qui voulait dire « mère ». Et chaque fois que Valentina posait sa main sur la vitre et murmurait, il y avait cette possibilité que la mémoire, ramenée patiemment, réchauffe la maison plus sûrement que n'importe quelle fortune. Le temps, qui n'efface rien mais polit les angles, continua son travail discret. Les années firent glisser les gestes vers d'autres harmonies. Gabriel devint un jeune homme qui savait aligner des idées comme on range des coquillages. Valentina apprit à attendre que la phrase arrive comme on attend la marée. Joao, lui, avait acquis une voix plus basse, comme si la mer s'était installée dans sa gorge. Vanessa, de son côté, avait trouvé un sens nouveau à ce qui lui avait d'abord paru un métier. Elle tenait désormais la mémoire en doigt de fait, sachant où poser une photo, comment chauffer un lait, quel silence ménager autour d'un mot. Un été, quand les soirées s'étiraient et que la fenêtre laissait entrer l'odeur des rues, Gabriel annonça qu'il partirait quelques mois. Pas très loin, mais assez pour éprouver. Il parlait d'un projet, de recherche, de main tendue pour une idée qu'il poursuivait depuis l'adolescence. La maison réagit d'un même mouvement, une impatience douce, un frisson d'orgueil et l'évidence d'un manque à venir. Joao refusa d'abord de parler de départ, comme s'il en fallait moins pour que la maison se récine. Puis, une nuit, il prit la petite pièce trouvée un soir dans la poche de sa veste et la posa sur la table du salon. « C'était à elle, tu sais, dit-il, sans lever les yeux. Sa voix était calme, mais on comprit qu'il la regardait à l'intérieur. Elle la gardait comme on gardait un mot doux. Je l'ai trouvée et je l'ai gardée parce que je croyais que ça la protégerait. » Gabriel l'écouta comme on écoute une carte ancienne. Vanessa resta immobile, mains jointes, comme si elle tenait en elle le fil d'un autre temps. Valentina, à qui on avait appris à nommer les choses une à une, demanda
C'est pour papa ?» Elle étira le mot comme si elle testait sa forme dans l'air. Joao sourit. « Non, c'est pour toi si tu veux, pour que tu te souviennes qu'on part avec des choses qu'on n'a pas inventées, des talismans, des chansons, des cafés faits d'une rage douce. » Gabriel hésita, puis prit la pièce. Il la fit tourner entre ses doigts, laissa la lumière glisser sur le métal, s'y perdit en imaginaire. Dans ce mouvement, quelque chose changea. Le départ devint rite. On ne partait plus seulement pour se prouver, mais pour porter avec soi une trace, une permission d'aimer au loin. Le soir précédant son départ, ils firent la lune, comme à l'habitude. Valentina plaça des coquillages nouveaux autour du dessin. Gabriel glissa un petit carnet sur lequel il avait collé, sans oser trop le montrer, une photo d'Elena, rieuse, prise un été dont personne ne parlait trop. Vanessa récita, à sa façon, une consigne silencieuse. Raconter plutôt que de taire. Joao raconta une anecdote qu'il n'avait jamais dite en entier. La manière dont Elena avait laissé tomber un sachet de sucre sur la table, et comment, en se penchant, elle avait ri, comme si le monde s'était mis à danser. Valentina, ce soir-là, fit un geste qu'on avait presque oublié. Elle apporta une petite tasse avec un café tiède et la posa devant la lune dessinée. « Pour maman », dit-elle, sans faire de bruit. La simple offrande fit pleurer Joao de faiblesse et de gratitude. Vanessa les essuya, prit la tasse et but une gorgée pour la symbolique. Le singe, qui avait grandi en sagesse et en malice, se mit à battre des mains, comme pour scander que le rituel avait réussi. Au matin du départ, la maison sembla se compacter pour contenir l'absence. Gabriel s'attarda sur chaque marche, sur chaque photo. Il attendit que Valentina lui donne une dernière étreinte, lente, un peu maladroite, et qu'elle pose sa main sur sa joue, comme pour vérifier qu'il était réel. « Reviens », murmura-t-elle. Il sourit et promit. Joao lui donna la pièce et, avec une pudeur qu'on ne lui connaissait plus, lui passa la main dans les cheveux. « Prends soin des petites choses, dit-il. Elles tiennent parfois mieux que nous. » Le départ éveilla, dans la maison, un espace neuf et silencieux. Les jours suivants furent des façons nouvelles de se parler. Gabriel écrivait, parfois, de petites cartes parfumées qu'on glissait sous une tasse. Vanessa achetait plus de fleurs ou du pain qu'elle n'achetait pas avant, comme pour remplir une table dont l'angle resterait toujours vide. Joao, qui avait toujours eu peur de la vacuité, trouva des nouvelles habitudes. Raconter une histoire à Valentina au déjeuner, apprendre à faire un gâteau en suivant des recettes griffonnées sur des bouts de papier, écouter une chanson que, autrefois, il n'aurait pas écoutée sans penser à Elena. L'enfant grandit, lentement mais sûrement. Ses heures d'angoisse diminuèrent. Elle n'était pas guérie, personne ne prétendait à un effacement total, mais la rage avait laissé la place à des gestes quotidiens acceptables. Elle recommença à toucher des livres, à s'intéresser à certains mots, à dessiner des lunes variées sur des feuilles qu'elle distribuait ensuite aux visiteurs comme on donne des billets d'invitation. Le singe, devenu vieux de ses habitudes, aimait toujours se percher à la fenêtre et regarder la mer comme s'il lisait les vagues. Un hiver, la maison connut un autre mouvement moins visible, la visite d'un ancien ami d'Elena. C'était une femme à la voix calme qui connaissait les routes de l'oubli et savait comment nommer les choses sans les marquer. Elle vint avec des photos qu'elle avait gardées dans un album qui sentait le sel et la poussière. Elles parlèrent pendant des heures, Joao et elle, comme deux vieux capitaines confrontant leur mémoire à la cartographie de la perte. Pour Valentina, c'était l'occasion d'entendre de nouvelles histoires, pas toujours des légendes parfaites, parfois des failles et des silences mis à nu. Mais ces histoires tissaient un réseau autour d'elle. Cette présence extérieure fit apparaître une vérité. La mémoire n'est pas affaire d'un seul cœur. Elle se tisse entre plusieurs, se renforce quand on la confie. Vanessa le comprit et invita, sans grand bruit, quelques voisins à la lune du mois suivant. On vint avec des biscuits, avec un vieux disque, avec des récits maladroits. Certains racontèrent qu'ils avaient vu Elena une fois sur le trottoir, donnant un pain à une vieille dame. D'autres évoquèrent un sourire qui avait réchauffé des jours de pluie. La maison se remplit de voix. Elle n'était plus seulement un sanctuaire privé, mais un lieu où la vie pouvait passer et laisser, à son tour, des traces. Les mois roulèrent.
Gabriel répondait de moins en moins par cartes et de plus en plus par retours imprévus, où il riait en silence dans un coin, regardant Valentina conquérir une nouvelle phrase, une nouvelle imitation d'une chanson d'Elena. Chaque retour était une fête modeste, on mettait de la musique, on allumait une lampe chaude, on préparait un plat que, si l'on écoutait bien, pouvait presque ressembler à un souvenir. Puis, un soir où le vent venait en rafale, Valentina eut un épisode d'angoisse plus fort que d'habitude. Elle se leva, se mit à courir dans la maison, chercha quelque chose qu'on ne sut jamais préciser. Joe, qui avait appris à ne pas paniquer, l'emmena sur la terrasse. Il la prit doucement, la fit respirer, comme on souffle sur une bougie, et lui raconta une histoire d'Elena et d'un phare qui, disait-elle, parlait au bateau quand la mer était fâchée. La petite écouta, se calma. Dans ce moment, elle dit, très clairement pour la première fois depuis longtemps, « Maman disait que la mer chante ». Sa voix était petite, mais nette. Vanessa et Joe se regardèrent, et dans leurs yeux, on vit la même reconnaissance que lorsqu'on découvre une lettre longtemps attendue. La maison apprit à célébrer ces petites victoires. Elles devinrent le ciment ténu de leurs jours, ces éclats de normalité reconquise. Le talisman resta toujours sur la commode de Gabriel lorsqu'il était là. Le singe, plus lent mais toujours présent, continuait à offrir ses vols de biscuits et ses leçons de rythme. La lune, fidèle, les regardait et répondait à sa façon. Et pourtant, sous cette paix retrouvée, une question sourde continuait de vibrer. Que ferait-il le jour où le singe ne viendrait plus se percher à la chaise haute? Comment garder intact le rituel sans son petit messager? Personne n'osa poser la question ouvertement. On la laissa flotter comme un nuage qu'on n'appelle pas par son nom, en attendant que le temps envoie sa réponse, lente, inexorable, humaine. Une nuit d'automne, alors que la maison respirait plus lentement, le singe ne se leva pas pour chercher son biscuit. Il resta étendu, la poitrine minuscule soulevant à peine la couverture. Valentina alla vers lui, posa sa main, fit le geste qu'elle avait appris des années auparavant. Elle murmura la chanson d'Elena, celle que personne n'avait osé chanter depuis la première nuit. Joe, alerté par Vanessa, vint s'agenouiller. Il prit le petit corps entre ses mains comme on serre un souvenir. Le silence qui suivit n'était pas seulement peine, il était aussi l'aveu d'une gratitude pour ce compagnon qui avait enseigné tant de choses sans aucun mot. Ils firent ce que la maison avait appris à faire, un rituel humble. On posa la lune dessinée près du singe. Valentina plaça contre lui un coquillage et la petite tasse de café tiède. Gabriel écrivit, d'une main tremblante, une note qu'il glissa sous la patte. « Merci d'avoir appris à rire ». Vanessa alluma une bougie et chanta, maladroitement, la mélodie qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir chanter. Le départ du singe fut comme une averse que le toit savait déjà recevoir. Ils pleurèrent longuement, puis débutèrent les réparations secrètes du cœur. Les semaines suivantes, les rituels prirent une couleur différente. La lune fut regardée non seulement comme un pont vers Elena, mais aussi comme une fenêtre sur ce qui tenait à présent la maison ensemble. Les histoires, les gestes, la détermination de transformer l'absence en lieu habitable. Dans l'après, ils continuèrent de vivre, non pas pour occulter la perte, mais pour la tenir comme on tient une carte qu'on déplie sur une table, avec lenteur, avec respect, en apprenant chaque recoin. Le talisman passa de poche en poche, de main en main, et finit par rester dans la chambre de Valentina, sous sa lampe, comme un petit soleil muet. Joe, parfois, regardait la mer et sentait que la mémoire, réchauffée au fil des jours, continuait de l'éteindre, non plus comme un fardeau, mais comme une coupe pleine. La maison, plus légère ou peut-être plus réelle, gardait ses fenêtres grandes ouvertes à la lune. On continua d'entonner des chansons, de raconter des cafouillages et des gestes oubliés, de poser sur la table des objets minuscules qui parlaient plus fort que des discours. Le monde, dehors, poursuivait ses affaires. Ici, on apprenait l'art de rester ensemble, non pas par une force imposée, mais par une habitude d'amour patiemment cultivée. Et une nuit, alors que la lune s'élevait comme un point d'or dans le ciel, Valentina, maintenant capable d'aligner plusieurs mots, se leva, alla à la fenêtre, posa la main sur la vitre et, sans grand bruit, prononça le nom qu'elle n'avait jamais cessé de murmurer comme une prière douce. « Maman », dit-elle. La voix traversa la maison, posa chaque brique à sa place et fit danser un instant tout ce qu'il y avait de présent et d'absent dans leur vie.
Jo sourit sans amertume. Vanessa sentit dans sa poitrine une sorte d'achèvement fragile. Gabriel, qui se tenait à la porte, murmura « On la portait, on la porte encore ». La lune, fidèle témoin, sembla alors plus proche, comme si elle prêtait son calme aux habitants de la maison. Ils restèrent un long moment à la regarder, à écouter la mer lointaine, à laisser la mémoire, désormais partagée, continuer son travail patient. La voix de Valentina resta suspendue dans la maison comme une clé qu'on laisse tourner lentement. Après ce soir-là, les gestes reprirent leurs mesures nouvelles. Plus d'attention, moins d'empressement, des silences qui n'étaient plus vides, mais pleins de choses qu'on ne nomme pas. Ils continuèrent de se raconter Helena, à leur façon, en morceaux, sans chercher à recomposer un visage unique, comme on rassemble des morceaux de vaisselle cassée pour en faire un autre objet, plus doux parce que différent. Les saisons firent leur œuvre. L'appartement prit, au fil des ans, une patine de choses aimées. La tasse, qui avait servi au rituel, fut conservée sur une étagère. Ses ébréchures devenaient le signe de l'histoire qu'on racontait aux visiteurs timides. Gabriel écrivit des pages. Pas un grand livre, mais des lettres et des carnets où il notait, sans prétention, les petites choses. La manière dont Valentina remettait sa couverture, le bruit de la mer quand elle décidait d'être proche. Vanessa apprit à chanter la mélodie de la bougie sans fausse note. Parfois, elle la chantait à voix basse pour les voisins qui pleuraient aussi en silence. Joao planta un hiver un petit olivier sur le balcon, à côté de la lune en papier. Il disait qu'un arbre étudiait la patience mieux que n'importe quel homme. L'olivier grandit lentement, têtu, apportant au balcon un vert qu'on appréciait comme un rappel. La vie continue, couvrant d'un feuillage nouveau ce qui fut perdu. Valentina grandit elle aussi. La parole s'élargit, non pour effacer la mémoire, mais pour l'accueillir. Elle parla d'Helena comme on parle d'une maison qu'on a habitée, avec respect et des anecdotes qui faisaient rire. Les rituels changèrent de forme, plus de biscuits volés par un singe, mais des petites attentions quotidiennes, des clins d'œil laissés sur la table comme autant de promesses muettes. Et la lune, cette vieille amie, resta au-dessus d'eux, témoin patient. Certaines nuits, ils se réunissaient à la fenêtre et la regardaient ensemble, sans trop parler, sachant que c'était là leur manière de tenir la mémoire vivante. Non pas en la gardant enfermée, mais en l'habitude d'y revenir, comme on revient à un port connu après une longue traversée. Ils n'oublièrent pas le singe, ni Helena. Ils apprirent à porter leur absence comme on porte une étoffe précieuse, serrée contre soi, mais assez souple pour permettre le mouvement. Ainsi, la maison demeura, jour après jour, un lieu où l'absence avait trouvé une place et où l'amour, patient, continuait d'enseigner la vie.